Bonsoir, chers amis. Heureuse d'être parmi vous ce soir pour présenter un cas clinique. Avec Saïd, j'avais beaucoup de cas cliniques, mais enfin, on a opté pour celui-ci. C'est un cas médical. Donc là, l'observation médicale, c'est une patiente âgée de 37 ans et qui a été hospitalisée pour bilan d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Comme vous le voyez, aucun facteur de risque, pas d'antécédents médicaux, pas d'antécédents chirurgicaux. Elle a 4 enfants, 5 grossesses et elle est sous contraception orale œstroprogestative depuis plusieurs années. Donc, cette patiente s'est présentée aux urgences du CHU Ibn Rushd le 7 août 2020. Elle a consulté après installation brutale d'un déficit de l'hémicorps gauche, mais qui est survenu une semaine auparavant. Le même jour, c'est-à-dire le 37, elle a fait une TDM cérébrale qui s'est révélée normale. Donc, on a conclu un accident vasculaire cérébral ischémique. Cette patiente a eu une angio-IRM cérébrale 6 jours plus tard, mais toujours à titre externe, qui a montré un accident vasculaire cérébral ischémique subaigu pariétal profond droit, avec des stigmates d'infarcissement hémorragique thalamique droit et l'aspect d'une occlusion de l'artère carotide interne gauche sans image d'hématome, avec cependant une suspicion peut-être de dissection et qu'il fallait compléter par un angioscan. Et donc, comme vous le voyez ici, hein, vous voyez que l'accident, enfin l'AVC ischémique est bien visualisé sur les différentes images que vous voyez ici, hein, très claires à ce niveau, avec des stigmates d'infarcissement hémorragique. Et là, on voit qu'une absence totale, une occlusion totale de l'artère carotide interne chez cette malade. Donc, quand on a le médecin de garde qui a reçu cette patiente, l'a hospitalisée, et pas de dyspnée de repos, pas de douleur thoracique, une tension artérielle normale, une fréquence cardiaque à 102 battements par minute, elle n'est pas dyspnéique, pas de souffle cardiaque. À l'examen neurologique, comme on peut s'y attendre, hémiplégie gauche, une paralysie faciale avec une dysarthrie, pas de signe clinique de thrombose veineuse des membres inférieurs et un examen pleuropulmonaire normal. Donc, l'ECG, excusez la qualité, mais enfin, il y a un petit décalage, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle a un rythme sinusal avec une fréquence cardiaque à peu près à 100. Et ce qu'on voit ici en un aspect S1, Q3 au cours de l'ECG avec des ondes négatives au niveau de V1, V2. On fait l'échocardiographie lors de l'hospitalisation de la patiente et cette patiente a une fraction d'éjection correcte à 60%, pas de valvulopathie myotraortique, mais ce qu'on voit, c'est que ce qu'on trouve un ventricule droit qui est dilaté avec un diamètre basal à 47 mm, une fraction de raccourcissement qui était correcte et un TAPS S' dans les limites de la normale, avec la présence d'un FOP, un ASIA et qui chaîne droite-gauche. Unité modérée avec une pression artérielle pulmonaire systolique à 78 mm de mercure, pas de thrombus visible, pas de végétation. Donc, devant ce tableau, on suspecte une embolie pulmonaire et donc automatiquement, là, vous voyez, elle a une vitesse de 4 mètres secondes pour l'IT. Le VD qui est dilaté, regardez par rapport au VG avec un rapport VD-VG à 1,2. Une artère pulmonaire qui est à 27, mais on ne voit pas de thrombus à ce niveau. Et l'angioscanner thoracique montre une occlusion proximale de l'artère pulmonaire gauche. Et donc, cette patiente, donc vous voyez ici, il y a l'occlusion qui est visible de l'artère, enfin l'atteinte au niveau de l'artère pulmonaire gauche. Sur le scanner, c'est très visible. Et donc, chez cette patiente, comme elle était dysarthrique, on était obligé d'attendre que la famille soit là. Et en réinterrogeant la famille, on apprend qu'elle a eu une dyspnée aiguë 2 mois auparavant pour laquelle elle a consulté, elle a reçu un traitement symptomatique, il n'y a pas eu de scanner, il n'y a rien eu, pas de radio, rien, aucun bilan paraclinique. Donc, on fait les examens biologiques, l'ionogramme sanguin ne montre rien, la numération normale, des troponines ultrasensibles à 12 nanogrammes pour une normale à 14, des marqueurs tumoraux qu'on avait demandé, ceux qu'on avait demandé étaient négatifs, la sérologie du VIH syphilitique est négatif, le bilan immunologique entier avec le test de Coombs c'est tout négatif, mais le bilan thrombophilique montre un déficit en protéine C et en antithrombine 3. Donc, la patiente a été hospitalisée en cardiologie. Vu les stigmates d'infarcissement à l'angio-IRM, on a demandé l'avis des neurologues et ils ont donné, on s'est mis d'accord pour la
traité, mais par héparie non fractionnée après discussion, et on n'a pas eu d'aggravation, en tout cas sur le plan neurologique. Donc, un échodoppler des membres inférieurs n'a absence de thrombose veineuse profonde du superficiel. Un Holter-ECG a été fait de 24 heures, rare extrasystole, mais pas de fibrillation atriale. Une ETO a été réalisée quelques jours plus tard, pas de valvulopathie mitro-aortique, unité modérée, pas de thrombus visible au niveau des cavités cardiaques ni l'auricule gauche, un foramen ovale perméable avec ASIA et puis une épreuve de bulle qui était positive. Je n'ai pas mis de vidéo par manque de temps, mais donc on voit que, et il chante droite-gauche, on a vu avec le professeur Dril aussi qui a confirmé à l'ETT le chante droit-gauche. Donc, le bilan a été complété par un angioscanner des troncs supraaortiques qui a montré une occlusion totale de la carotide interne gauche avec du matériel endoluminal qui obstrue totalement la lumière depuis son origine jusqu'à sa portion pétreuse, avec un aspect grêle du système vertébro-basilaire, et l'artère carotide interne était revascularisée par le polygone de Willis. Donc là, vous voyez ici à gauche l'absence de visualisation de la carotide interne. Sur l'image de gauche, celle de droite, elle est inversée. Aussi, même chose ici, absence de la carotide interne gauche. Et puis, chez cette patiente, au bout d'une semaine de traitement par les anticoagulants par voie injectable, on a fait une TDM cérébrale de contrôle qui a montré un accident vasculaire ischémique subaigu pariétal profond droit. Donc, il n'y avait pas de signe d'infarcissement hémorragique. Donc, on est devant le tableau d'une patiente qui est âgée de 37 ans, qui a un AVC ischémique pariétal droit, une embolie pulmonaire avec une hypertension pulmonaire à 78 mm de mercure, un foramen ovale perméable avec qui chante droite-gauche, une occlusion de la carotide interne droite, chez une patiente qui prend des contraceptifs œstroprogestatifs depuis plusieurs années et qui, aux différents examens biologiques, a un déficit en protéine C et en antithrombine 3. Donc, le problème qui se pose chez cette malade, est-ce qu'il s'agit d'un tableau d'accident vasculaire cérébral ischémique, d'une occlusion de la carotide en rapport avec une embolie paradoxale, puisqu'on retrouve déjà l'embolie paradoxale qui est confirmée par le scanner et on retrouve une notion de dyspnée qui date de 2 mois. Ou est-ce que c'est juste une coïncidence chez une patiente qui présente un trouble généralisé de la coagulation, qui est responsable dans un premier temps, qui était responsable de l'embolie pulmonaire il y a 2 mois, et puis d'une occlusion de la carotide interne gauche avec, bien entendu, un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, voilà ma présentation. J'espère avoir été dans les temps et j'attends vos questions. Les orateurs ont un commentaire ou une question à poser? Ou est-ce que vous avez des suggestions quant à la prise en charge à l'origine? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose au niveau de la carotide qui est occluse ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Malheureusement, c'est une patiente qui a tardé pour venir. Hein. On n'a pas fait elle n'a pas eu de thrombolyse. Elle est venue 1 semaine après la consultation, après l'apparition de l'accident vasculaire cérébral. Et là, j'ai vu le délai. Pardon? Leïla, est-ce que cette dame a bénéficié d'un scanner abdominal avec injection? Non, abdominal, non. Oui, parce que, bon, c'est vrai que les 2 étiologies que tu évoques là, avec l'embolie paradoxale secondaire à une embolie pulmonaire et à augmentation des pressions ventriculaires droites avec inversion du shunt, est fortement probable dans un contexte d'une dame qui a des problèmes de coagulation. Mais il ne faut pas oublier aussi les étiologies digestives, parce qu'on en a eu quelques-unes à opérer, notamment les léomyomatoses disséminées, qui sont des tumeurs qui partent à partir des veines utérines et qui disséminent dans la veine cave et qui parfois peuvent se libérer, ainsi que les tumeurs rénales qui peuvent mettre des thrombus dans la veine cave inférieure. Donc, il serait fortement intéressant de voir les étiologies digestives quant à un thrombus type tumoral, qui pourrait migrer dans le ventricule droit et créer ces 2 embolies, une paradoxale et une pulmonaire, d'autant plus que les images emboliques du scanner et de la carotide
montrent des thrombus assez importants. Oui, oui. Ce qu'on a fait, c'est juste une échographie abdominale, mais c'est vrai qu'on n'est pas parti sur. Et on a demandé les marqueurs tumoraux, ceux que l'on utilise fréquemment, qui se sont tous Ouais. révélés négatifs. Les lyomyomatoses Et- utérines qui peuvent migrer dans la veine cave sont des tumeurs dont les marqueurs tumoraux ne poussent pas Ah parce que oui, ce sont des tumeurs bénignes. d'accord. Voilà. Donc, nous, on a eu à opérer justement une patiente comme ça qui avait fait une lyomyomatose disséminée et qui avait un peu le même tableau. Donc, il faut rechercher les étiologies digestives aussi, tumorales digestives. Très bien, on fera le scanner et je vous tiendrai au courant, scanner abdominal. Leïla, Oui. vu les pressions qui sont extrêmement élevées, est-ce que tu penses que c'est une embolie pulmonaire aiguë ou c'est un CPC? Écoute, Vas-y, pardon, vas-y. pardon, vas-y. Parce que là, quand on reprend l'interrogatoire chez cette patiente, la dyspnée aiguë date de 2 mois. D'accord. Elle a eu une dyspnée il y a 2 mois pour laquelle elle a consulté, mais elle n'a pas eu de bilan. Donc là, je pense qu'elle est déjà passée à un stade qui est un peu, elle n'est plus au stade de l'embolie aiguë. Hein. Ça fait 2 mois et puis le VD, bon, d'accord, il est dilaté, mais je pense que ça doit être quelque chose qui passe à la chronicité. Leïla, tu es sur un profil de patient difficile à traiter parce qu'il y a plusieurs options. Fermeture du foramen ovale, tu as la possibilité de faire de l'angioplastie pulmonaire, de la thrombectomie pulmonaire, il y a de nouveaux traitements qui se développent actuellement sur les HTAP post-emboliques, en particulier le Réociguat. Tu l'as traité comment, cette patiente? Alors, cette patiente a été mise sous traitement anticoagulant par les antivitamines K. Elle devrait, comme elle vient d'être, enfin, ça date pas de longtemps qu'elle a été hospitalisée. Elle va être staffée par les neurologues pour voir s'ils peuvent pas faire quelque chose au niveau de la carotide, mais M. Chaouni pourrait peut-être nous donner un avis. Et elle a reçu un peu de diurétique parce que qu'elle avait reçu un tout petit peu, mais à un moment, mais après on a dû arrêter. Mais à mon avis, le pronostic C'est les vital, antivitamines K qu'elle reçoit, hein, en fait. à mon avis, le pronostic vital risque de se jouer au niveau de l'HTAP Oui. post-embolique parce que c'est en général quelque chose qui a un pronostic assez réservé. Ouais. Mais bon, le médecin qui l'avait vu le premier jour, elle était à 105 déjà. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on devrait peut-être concentrer les efforts à faire baisser ses pressions pulmonaires. Et j'ai eu un patient qui est parti en France faire son embolectomie pulmonaire. C'est assez difficile, assez compliqué, hein. Très, très compliqué. Surtout quand c'est tardif. Ouais. C'est endothélialisé, donc c'est Il a très fait 5 compliqué. arrêts cardiaques, il s'est retrouvé en dialyse. C'est absolument acrobatique et très, très compliqué, les embolectomies pulmonaires sous CEC. Ouais. C'est très compliqué. Voilà. Alors là, juste pour laisser, il y a beaucoup de questions qui tombent pour laisser un petit peu aux spectateurs. La durée des traitements, quel traitement vous allez faire, et puis vous allez fermer ou non le foramen ovale. Ouais, la durée du traitement, c'est un traitement antivitamine K à vie, hein, parce qu'elle a un déficit. Est-ce qu'il faut faire une enquête génétique, voir le reste? La fermeture du FOP, il faut voir avec les. Donc, est-ce que c'est possible de le faire ou pas avec une hypertension pulmonaire comme ça soit. Est-ce qu'il y a une place aux AOD? Je ne pense pas que ce soit le moment idéal de faire la fermeture du FOP parce que c'est une soupape de sécurité pour son VD. Ouais. Voilà. Parce qu'elle chante droite-gauche en plus. Ouais. Est-ce qu'il y a une place aux AOD? Je ne sais pas. Nous, on l'a mise sous Syntron. Les AOD ne sont pas bons quand il y a des anticorps antiphospholipides. Ça ne marche pas. Oui. Elle ne l'a pas. C'est négatif. Mais bon, chez elle, on n'a mis que le Syntron. Je ne sais pas. Franchement, elle est sous antivitamine K pour le moment. Moi aussi, il y a une autre question qui tombe qui dit, allô? Il y a une autre question qui est proposée, vu qu'elle avait l'infarcissement hémorragique, vous avez attendu combien de temps pour refaire la TDM cérébrale et démarrer les anticoagulants? Alors, on a commencé les anticoagulants le même jour, parce qu'on a vu avec le neurologue, parce qu'il y a une embolie pulmonaire, il y a l'occlusion de la carotide. Donc, le jour où elle a été admise, on a commencé les anticoagulants, mais la chaîne. Autre chose, vous avez dit vous avez dit, est-ce que vous avez commencé alors, la TDM cérébrale de contrôle a été faite 1 semaine après la CHNF. Elle n'a pas montré d'infarcissement hémorragique. 8 jours après avoir démarré la CHNF. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé les AVK par voie orale.
Bon, alors, il y a d'autres questions qui tombent, mais je crois qu'on a dépassé le temps, Saïd. Je crois qu'il faut avancer, non? Oui, on va avancer. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Je vous en prie.